À tous et bonjour à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce rendez-vous qui est un alter humo spécial NuPro. Nous avons voulu lancer pour cette rentrée une série dédiée de webconférences spécialement sur l'investissement en nue propriété. Vous aurez donc cette série a commencé la semaine dernière, le 11 septembre dernier, et va se terminer autour du 24 octobre, où vous allez avoir 6 rendez-vous de 30 minutes spécialement dédiés à la nue propriété. Pour ce second rendez-vous, nous allons vous parler des profils d'investisseurs et de leurs objectifs d'investissement. Et nous avons deux intervenants, deux experts à ce sujet qui vont vous présenter ces sujets. Omar Lagdar, directeur commercial prescription France, et Olivier Le Teneur, formateur en immobilier. Donc, je laisse la parole à Omar Lagdar pour qu'il vous présente les profils investisseurs en nue propriété. Merci Véronique. Alors, Avec bon, plaisir. aujourd'hui, au programme, on va parler des profils clients. On va brièvement revenir sur le principe de la nue propriété, mais ce sera rapide. Les profils avec les arguments qui vont avec les profils. Vous verrez qu'on vous donnera des exemples par profil et on pourra voir que ça correspond à peu près tous les profils potentiellement, la nue propriété. On vous parlera ensuite de nos opportunités. Pour finir, des questions-réponses, le tout étant, le vrai challenge étant de réussir à faire tout ça dans 30 minutes de temps. Donc, on va essayer d'être concis et efficace. Alors, avant de commencer et de laisser la parole à Olivier, en introduction, ce que je voulais juste vous dire, c'est que j'ai eu beaucoup de demandes tout au long de l'année sur c'est quoi l'après-Pinel. Alors l'après-Pinel, on ne pense pas que c'est forcément une forme. L'après-Pinel, ça va prendre plusieurs formes. Et l'une de ces formes, en tout cas, nous, on y croit fermement dans le groupe Altaria, c'est la nue propriété. La nue propriété, quand on a une loi Pinel à côté, c'est pas forcément voilà, le premier dispositif auquel on va penser. C'est pas, on a rarement un client qui arrive par le biais de la nue propriété parce que c'est généralement des demandes qui sont plutôt orientées Pinel, éventuellement meublées, puisque ce sont des dispositifs qui sont mieux connus. Alors, on a aussi quelques idées reçues en tant que professionnel sur la propriété, à savoir que ça peut être un dispositif qui est complexe, qui est réservé à une forme d'élite, un petit peu d'investisseurs. Voilà. Et l'idée aujourd'hui, ça va être de revenir un peu sur tous les aspects de la NuPro et de constater qu'en fait, ça peut correspondre à tout le monde, et encore plus sous le format qu'on a mis nous en place avec des enveloppes qui sont très basses sur certaines opérations. On y reviendra tout à l'heure. Dans un premier temps, je laisse le soin à Olivier de vous parler brièvement du concept et de ce qu'est la nue propriété. Olivier, on n'entend pas. Hop, ça ira peut-être mieux comme ça. C'est mieux, oui. Bon, bonjour à tous. Donc, on va revenir rapidement sur la mécanique du démembrement, bon, même si je pense que vous connaissez les bases forcément de la dissociation des deux droits que sont l'usufruit et la nue propriété. Mais globalement, ne serait-ce que quand on aborde le sujet avec des clients, ce qu'il faut, c'est peut-être partir sur les choses qu'ils connaissent déjà, et notamment le démembrement qu'ils ont vécu, soit par le biais de succession, soit par le biais de donation, puisque c'est souvent les premiers cas où on rencontre ce concept, c'est à ce moment-là. La différence entre le démembrement qui va être, qui va suivre une donation, une transmission, c'est que ce sera un démembrement viager, c'est-à-dire que la nue propriété ou la pleine propriété sera reconstituée quand l'usufruit s'éteindra, mais on ne sait pas quand. C'est un usufruit viager, ce sera au décès de l'usufruitier. Là, nous, on va plutôt se concentrer
concentrer sur un démembrement avec un usufruit temporaire, puisqu'au moment de l'acquisition de la nue propriété, bah, l'acquéreur saura exactement à quel moment il deviendra plein propriétaire. Donc ça, c'est la grosse différence. Mais dans les deux cas, dans tous les cas, le démembrement, c'est de partir d'un bien en pleine propriété, donc de dissocier l'usufruit et la nue propriété, l'usufruit étant le droit d'utiliser, de mettre en location, de percevoir des revenus, et le nu propriétaire, bah, la seule chose, c'est que le nu propriétaire, il sait qu'à un instant qui sera précis, dans le cas d'un investissement comme on va le présenter aujourd'hui, à un moment précis, à une échéance précise, il redeviendra ou il deviendra plein propriétaire. On le verra plus en détail dans les slides qui suivent, mais au niveau du nu propriétaire, bah, il y aura aucun flux, aucun travaux, rien à faire. Il n'aura plus qu'à attendre la fin du démembrement. Et au niveau de l'usufruit, comme je vous l'ai dit, bah, lui, il va devoir réaliser des travaux, entretenir le bien et percevoir des revenus et payer éventuellement des impôts. Au terme du démembrement, la nue propriété ou plutôt l'usufruit va s'éteindre et donc le nu propriétaire deviendra plein propriétaire automatiquement et sans aucun frais. Merci Olivier. Alors encore une fois, s'il y a des questions, notamment sur cette partie-là, il ne faut pas hésiter à les poser, on reviendra dessus en fin de visio. Ce que je vous propose, c'est de reparler un petit peu des profils clients et des profils clients qu'on a tous en tête initialement quand on se parle de NuPro et qui sont les profils clients historiques, à savoir des cadres, des clients qui ont entre 40 et 60 ans pour la grande majorité, des clients qui ont des fonds pour quasi la moitié, hein, puisqu'on voit qu'on avait à l'époque 40% de clients qui payaient cash. Et souvent, on a aussi en tête un client qui est déjà propriétaire de sa résidence principale, certainement investisseur en parallèle et qui finalement derrière va faire une nue propriété, souvent dans une réflexion de transmission, parce que c'est l'intérêt qui a pu être mis en avant historiquement sur ce dispositif. Ces clients-là, évidemment, existent toujours et il y a toujours des produits qui peuvent correspondre à ces clients. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure, c'est finalement ouvrir le spectre et aller chercher par l'intermédiaire d'un nouveau produit d'autres clients investisseurs bien plus larges. Voilà, je ne vous en dis pas plus, on y reviendra tout à l'heure. Si on reprend les arguments de la nue propriété, alors on vous en a listé 10, les 10 arguments qui nous paraissent les plus importants, qui ne sont pas forcément connus et qui va nous permettre aussi de voir que finalement ça correspond à cette base large d'investisseurs et pas seulement à une élite, entre guillemets. Le premier argument, pardon, c'est que c'est un investissement qui est simple. On ne s'occupe de rien, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de comptabilité. Le logement, à terme, il est remis en état. On a la possibilité de le revendre à tout moment en cas d'imprévu. Donc finalement, il y a très peu de contraintes autour de l'investissement en nue propriété. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de clients, vous avez de plus en plus de clients qui cherchent à avoir cette forme de liberté, à savoir, je veux investir, mais sans les contraintes liées à l'investissement, forcément, tant qu'à faire, et même avec la meilleure renta pour aller plus loin. Et la nue propriété va pouvoir répondre de par la simplicité de l'investissement que ça représente à ces clients-là. Alors, bon, on vous a mis un petit exemple d'un couple, entre guillemets, dans la moyenne, avec des revenus aux alentours des 60 000 euros à deux, qui ont un appartement en cours d'acquisition avec un crédit en cours, qui ont un petit peu de patrimoine mobilier et qui cherchent finalement à se constituer un patrimoine et qui ont ce côté, pas forcément confiance en la gestion locative, pas envie d'être dérangés. Ils réfléchissent à gérer eux-mêmes, ils savent que ça prend du temps, mais que c'est peut-être plus rentable, etc. Et finalement, ils sont un peu sous toutes ces contraintes, les empêchent d'agir. Et potentiellement, ceux-là vont rechercher évidemment une forme de simplicité dans la gestion, dans le coût de la gestion. Ils vont chercher une renta, une tranquillité d'esprit et une sécurité autour de l'investissement.
ces clients-là, ce type de profil, typiquement, correspondent, peuvent correspondre en tout cas, à des investisseurs en nue propriété. Voilà, c'était un premier argument en faveur de la nue propriété. Le deuxième, c'est le prix. Quand on achète en nue propriété, bon, ça a priori, entre guillemets, tout le monde le sait, on achète des côtés. Donc on achète d'ores et déjà moins cher. Et d'ailleurs, ça se recoupe avec cette ancienne cible de clients qui finalement, pour certains, et on en a encore aujourd'hui, on a des clients parisiens notamment qui achètent de la nue propriété dans le sud parce que ils trouvent un intérêt à dire j'achète moins cher et potentiellement par la suite ça pourrait être ma résidence secondaire. Donc ça, c'est un argument qui est très fort puisqu'au fond, au moment où j'achète ma nue propriété, alors parfois, les gens peuvent dire, oui, mais nue propriété, l'inconvénient, c'est que j'ai pas de revenus locatifs. Mais en réalité, c'est comme si on avait tous les revenus locatifs au moment de l'achat. Et ça, c'est quand même un intérêt qui est assez fort, l'idée de se dire que de toute façon, j'achète des côtés, et on le verra par la suite, ce qui donc découle aussi sur derrière un potentiel de plus-value une fois l'opération arrivée à son terme. Et pareil, on vous a mis un exemple d'un couple qui également ont une résidence principale en cours d'acquisition, du patrimoine mobilier, qui cherchent à se constituer un patrimoine ou du capital, qui ont une capacité d'emprunt faible, puisqu'aujourd'hui on peut acheter de la NUPRO, on peut se faire financer de la NUPRO. On en parlera tout à l'heure. Et au-delà de ça, on n'a pas besoin forcément d'avoir de grosses enveloppes en termes de prix de l'eau et qui ont un profil plutôt épargnant. Et ben ceux-là peuvent correspondre également à un achat en UPRO et être séduits par le côté prix réduit qui va leur permettre au fond d'être déjà dès l'achat en position de force par rapport au marché puisqu'ils savent qu'ils achètent moins cher concrètement. Le troisième argument, c'est la fiscalité qui est nulle. Il n'y a pas de fiscalité sur ce type d'investissement. Ça ne rentre pas dans l'IFI. Alors pour les clients que ça peut concerner, c'est pas tous, mais en tout cas ça peut être un avantage à mettre en avant. Il n'y a même pas de taxe foncière à régulariser chaque année. Donc c'est vraiment un investissement qui n'a pas d'impact fiscal. Alors, si ce n'est que l'on peut éventuellement déduire les intérêts d'emprunt si on a des revenus fonciers existants. Donc, ça, c'est juste une optimisation possible dans le cas de quelqu'un qui aurait déjà des revenus fonciers existants. Mais il n'y a pas de charge supplémentaire fiscale liée à un achat en nue propriété. Donc ça, c'est quand même un avantage aussi qui est important, puisque souvent, quand on fait les opérations, les plus et les moins, on constate que la renta nette d'un bien qu'on achète peut être potentiellement pénalisée, en tout cas par la fiscalité, selon ce qu'on aura choisi de faire comme investissement. En termes de clientèle, alors ça peut représenter des gens qui sont peut-être un peu plus fortement fiscalisés, parce que forcément, ça leur parlera plus, le fait de se dire que ils vont venir, ils vont pouvoir faire une opération sans alourdir leur fiscalité. Ça peut être des clients qui préparent leur retraite ou qui se constituent un patrimoine ou qui ont besoin d'un capital à terme et qui en tout cas sont assez focus sur l'idée de se dire moi j'ai pas envie de refaire de l'immobilier parce que finalement alors soit ils ont j'allais dire au pire des cas peur de l'IFI soit d'une manière générale ils ont et c'est ce qu'on a mis d'ailleurs sur la slide une forme d'allergie aux impôts quelle qu'en soit la sorte et on en a quand même un certain nombre des clients qui, les impôts, ils veulent plus, ils estiment qu'ils paient leur part, entre guillemets, et voilà, ça peut avoir un intérêt pour ces clients-là. Et puis, si je peux me permettre de rajouter, là, Bien sûr. on voit justement dans l'exemple, par exemple, c'est un profil effectivement un peu plus important financièrement que les précédents. Ce sont des gens qui sont certainement dans une TMI à 41%. Ils ont des revenus fonciers. Et donc là, le fait de proposer un investissement locatif qui va leur permettre de constituer leur patrimoine, non seulement sans alourdir leur fiscalité, mais en plus par le biais de la déduction des intérêts Oui, de bien leurs sûr. revenus fonciers existants. En plus, ça va avoir un impact, même ça va diminuer leur fiscalité. Et comme vous le savez, à hauteur de la TMI, donc 41, plus les prélèvements sociaux. Donc, ce qui est vraiment pas négligeable. Tout à fait. Argument que certains ont peut-être en tête également,
c'est qu'il n'y a pas de charge liée à cet investissement. Et ça fait partie, un peu comme ce qu'on a pu voir avant, des objections qu'on peut retrouver chez les clients qui disent oui, mais en fait, une fois que je déduis toutes mes charges, finalement, c'est plus aussi sympa que ça en avait l'air sur le papier. Là, les clients savent, entre guillemets, au jour 1, ce qui va se passer sur les 15 prochaines années. Donc, il n'y a pas de frais imprévus, il n'y a pas de charges, il n'y a pas de trésorerie qui serait fluctuante et qui potentiellement peut être anxiogène pour certains clients. Il n'y a pas de travaux, parce que je vous rappelle que au terme de l'opération, de toute façon, le client se verra restituer un bien qui aura été rénové. Donc, il y a pas de notion de dans quel état je vais retrouver le logement une fois que j'en aurai la pleine propriété. Donc, finalement, ça enlève cette charge mentale qui, encore une fois, pour certains clients, ceux qui probablement le même profil un petit peu que les premiers dont on parlait, qui cherchent une forme de simplicité absolue dans leur investissement et qui n'ont pas envie de s'embêter, qui n'ont pas envie de s'engager, que ça devienne quelque chose pour eux qui leur prenne soit du temps, soit entre guillemets de l'argent au-delà de l'investissement en soi, ça peut répondre évidemment à leur profil. Donc on retrouve des épargnants, des clients qui ont eu, alors ça peut être des clients, ce qu'on a mis d'ailleurs déçus par l'immobilier parce qu'ils ont pu avoir des déconvenus en termes de charges. On sait que ça peut arriver avec des charges de copro, des travaux de copro, ce genre de choses qui parfois peuvent venir alourdir une opération et refroidir un petit peu les investisseurs sur le fait de continuer à faire des opérations immobilières. Ça peut être une solution pour eux également. Je passe la main à Olivier pour le prochain argument. Alors, en termes d'arguments, il y a un argument qui est aussi à mettre en avant pour les personnes qui veulent transmettre leurs biens. On rencontre de temps en temps des personnes qui disent, bah voilà, je voudrais transmettre un certain montant ou du patrimoine à mes enfants, donc je vais leur transmettre la nue propriété d'un bien déjà dans leur patrimoine. Oui, ça peut être une idée. Ou de transmettre la pleine propriété. Oui, c'est toujours bien d'anticiper la transmission. Et là, le fait d'avoir un investissement en démembrement, ça peut encore optimiser cette transmission. Parce que, alors, sans faire trop de détails dans les calculs, ce qu'il faut, c'est savoir comment on va estimer si jamais je fais l'acquisition d'un bien en nue propriété, comme là, comment on va estimer la valeur de la nue propriété que l'on est susceptible de donner à nos enfants. En fait, vous savez que quand on fait une donation d'un bien déjà existant, c'est en fonction de l'âge de l'usufruitier. Là, en l'occurrence, il n'y a pas l'âge de l'usufruitier, on ne le connaît pas puisque c'est un bailleur et qu'on ne connaît pas l'âge du bailleur. Donc, en fait, dans ce même article, hein, le 669 du CGI, il y a un petit 2 qui va donner la façon d'estimer l'usufruit. Et qu'est-ce que dit cet article? C'est que chaque tranche de 10 ans d'usufruit est estimée à 23% de la pleine propriété. Ce qui veut dire que comme là, hein, comme disait Omar tout à l'heure, on fait des démembrements qui sont aux environs de 15 ans. À partir du moment où on fait un démembrement de 15 ans, ça va représenter 2 tranches de 10 ans. Et donc la valeur de l'usufruit sera égale à 2 fois 23% de la pleine propriété, soit 46%. Ce qui veut dire que la nue propriété sera estimée au reste, hein, c'est-à-dire à 54% de la pleine propriété. Donc quand on va donner un bien que l'on a en nue propriété, la valeur qui sera prise en compte pour les droits de donation, ça représentera 54% de la pleine propriété, alors qu'on l'aura peut-être acheté 65 ou 70% de la pleine propriété. Donc là aussi, c'est un moyen d'optimiser en fait les droits de donation. Il y a un petit exemple à droite qu'on va lire rapidement. Si on veut donner par exemple 200 000 euros à un enfant, si on fait une donation en direct en tenant compte d'un abattement de 100 000 euros qui n'a pas encore été utilisé, bon, ça va faire des droits à peu près d'un petit 20 000 euros. On sait que c'est souvent à peu près 20%. Si on fait l'acquisition d'une nue propriété, donc non seulement avec la décote, on va ne payer que 130 000 euros. Ah, il y a quelqu'un qui a laissé son micro. Et le fait de donner la nue propriété qui va être donc estimée à 54% de 200 000 euros, le montant sera de 108 000 euros. Si on tient compte de l'abattement de 100 000 euros, les droits à payer seront quasiment nuls. Donc,
Le fait de donner un bien d'une valeur identique, d'un côté aura coûté 200 plus 20 et de l'autre côté aura coûté 130 plus 0. Donc voilà, là, ça permet effectivement d'optimiser la transmission. Les droits. Donc voilà, l'exemple typique, voilà, des personnes qui ont un patrimoine, qui ont subi, je vais dire, un héritage, puisqu'apparemment ils ont mal vécu la transmission entre les guéguerres de partage, les frais à payer, etc. Voilà, ils ont des comptes titres, ils ont des appartements et ils se disent comment je peux transmettre ça afin d'éviter les histoires de famille. Ben voilà, une des solutions, on ne va pas rentrer dans le détail, il y a toujours beaucoup de solutions, hein, c'est ça l'intérêt de notre métier. La solution, c'est peut-être de revendre les titres pendant qu'il n'y a pas eu de plus-value, ce qui permet de récupérer, en l'occurrence, 200 000 euros. Là, c'est une famille qui a deux enfants. Pourquoi pas acheter deux petits lots, deux lots de moins de 100 000 euros et de transmettre tout de suite cette nue propriété aux enfants. Ça va permettre de donner plus, de anticiper le partage et d'optimiser les frais de donation. L'argument suivant, ce sera au niveau de la plus-value, parce que vous savez que par exemple, quand on va acheter donc, une propriété, on va acheter avec une décote. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple de biens que l'on a en commercialisation sur tour avec un ticket d'entrée en démembrement de 73 000 euros. Ce bien en pleine propriété va être aux environs de 120 000 euros. Le fait de récupérer, j'ai pris un exemple ici, on prend un exemple d'une NuPro 65 000 euros, d'une pleine propriété à 100 000 euros, ça veut dire une valeur d'usufruit de 35 000 euros. Au moment de la reconstitution de la pleine propriété, le bien donc, va valoir 100 000 euros. S'il vaut 100 000 euros, les 35 000 euros gagnés par la valorisation mécanique liée à l'usufruit ne sont pas fiscalisés à la plus-value. Ce qui peut éventuellement être fiscalisé à la plus-value, c'est le gain qui va être lié à l'évolution du marché immobilier. C'est-à-dire que si le bien avait été en pleine propriété estimé à 100 000 euros au moment de l'acquisition de la nue propriété et vaut 120 000 euros au moment de la revente, une fois le démembrement terminé, les 20 000 euros d'écart, là, on pourra recalculer un impôt sur les plus-values en tenant compte, comme pour la plus-value des particuliers, des durées de détention, donc avec les abattements de X% au niveau de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, et en tenant compte d'un forfait de frais de notaire de 7,5 sur la valeur de la pleine propriété au moment de l'acquisition de la nue propriété. Donc il y a un exemple en dessous. En l'occurrence, on revend 120 000 alors qu'on l'avait acquis 100 000, 120 000 moins 100 000. Tu peux revenir juste pour que j'ai le détail de calcul, si je ne l'ai pas en tête. 120 000 moins 100 000, ça fait 20 000. On enlève les 7,5% de 100 000, ce qui veut dire qu'il n'y aura que 12 500 euros de plus-value. Et après, on fera les abattements pour durée de détention. Donc, il y a bien deux types de gains. Le gain qui va être lié à la valorisation mécanique de l'usufruit et le gain lié à la valorisation du marché immobilier. Donc, l'exemple voilà, des personnes qui veulent être sûrs de ce qu'ils vont gagner, ne pas avoir de mauvaises surprises, un peu comme tout à l'heure. Voilà, ils auront rencontré des conseillers qui lui auront vendu des systèmes sans forcément aborder des frais imprévus, type taxe foncière, CFE dans le meublé. Voilà, là, ils veulent n'avoir aucune mauvaise surprise. Et voilà, là, la nue propriété répond à ce type de problématique, puisqu'il y a de toute façon rien à payer, puisqu'il n'y a aucun flux pendant toute la période du démembrement, et qu'en plus, au moment de la cession, si cession il y a, il n'y aura pas de plus-value ou d'impôt surprise. L'argument 7, alors, on peut l'aborder de plein de façons, c'est le gain. Le gain, forcément, le gain net est élevé. Je parle de gain net parce que forcément, il est net puisqu'il n'y a pas d'impôt à payer. Alors, on peut le calculer de différentes façons. Là, la première façon de le faire, c'est, voilà, je paie cash. J'ai acheté une nue propriété d'une valeur de 100 000 euros avec une décote de 36%. Forcément, la valeur de l'usufruit, c'est 56 000 euros. Donc, si j'ai payé cash, j'ai d'office gagné mes 56 000 euros net d'impôt. Si après, je suis passé par un crédit pour acheter cette NuPro, et forcément,
on le sait, hein, puisqu'il y a un crédit, il y a des intérêts à payer. Ces intérêts, ça a un coût. Donc, le gain sera légèrement inférieur. On sera aux environs de 40 000 euros. Et si je fais un crédit d'une durée plus longue, hein, là, j'avais pris un crédit sur la durée du démembrement, mais si je passe sur une durée de crédit un peu plus longue, par exemple sur 20 ans, parce que la personne n'a pas forcément la capacité d'épargne suffisante pour rembourser une mensualité sur les 16 ans, eh ben, avec un crédit un peu plus long, bah, le coût du crédit est un peu plus élevé. Et donc, je vais encore baisser un peu mon gain, mais ça reste 34 000 euros sans aucun souci, sans aucun stress. Donc voilà, optimisation, c'est un gain qui est net. On peut après aborder la partie gain de différentes façons, hein. Le TRI, le rendement mensuel, etc. C'est un gain qui est de toute façon plus élevé que tout autre dispositif parce qu'il n'y a aucune mauvaise surprise, aucune taxe foncière, aucun frais imprévu et aucun à payer aussi. Donc l'exemple, on a repris un exemple d'un couple d'une cinquantaine d'années avec des revenus corrects. Ils ont fait des gains en bourse, ils ont 100 000 euros à disposition, différentes façons de faire. On pourrait tout à fait investir dans de la nue propriété et puis avoir un gain immédiat d'usufruit. Là, ce que j'ai proposé, c'était une optimisation. Ça, c'est pour vous donner des cartouches aussi, pour vous démarquer de vos concurrents. Parce qu'on peut proposer, c'est plutôt d'acheter, par exemple, un lot de 73 000 euros en UPRO, notamment à Tours, par exemple, et d'acheter en parallèle des SCPI à hauteur de 27 000 euros. Ça fait ça fait pareil, une enveloppe de 100 000 euros. Mais le fait d'acheter des SCPI pour 27 000 euros, ces SCPI vont générer des revenus fonciers qui vont être neutralisés grâce aux intérêts éventuels qu'on peut avoir fait avec un prêt in fine. Donc, ça permet d'optimiser et donc d'avoir une rentabilité plus élevée où là, on aurait, si on avait purement et simplement acheté cash de la Nupro avec 100 000 euros, on aurait eu une rentabilité aux environs de 3,5 net. Bah, le fait d'optimiser avec de l'achat de SCPI, ça permet d'avoir une rentabilité qui peut aller à 5% net, par exemple. Donc, une rentabilité, un gain qui est très, très intéressant. Un effort d'épargne faible, bah forcément, puisque qui dit investissement d'un montant plus faible, puisque des cotes, forcément un emprunt plus faible et donc une mensualité plus faible. Donc là, si on regarde un investissement, toujours le même type de support, là j'ai mis 10 000 euros d'apport, hein. Généralement, les investisseurs ont un petit peu de cash à mettre. Voilà, le montant de la nue propriété, 73 000 euros. Si on fait un crédit qui aura une durée identique à la durée du démembrement, on va être à un petit peu plus de 400 euros par mois. Si on pousse la durée du crédit à 20 ans, on pourrait avoir une mensualité en dessous de 400 euros. Donc, intéressant. Rappelez-vous, hein, simplement, les dernières simulations que vous avez faites sur du Pinel, bah forcément, je suis prêt à parier que vous étiez plutôt à 500 euros d'effort mensuel, malgré la réduction d'impôt, malgré le loyer, malgré tout ce que l'on peut avoir en rentrée. Bah, il y avait des flux sortants qui étaient plus importants et donc forcément une mensualité ou un effort d'épargne plus important. Le 9, alors l'exemple, bah voilà, donc là, ça permet, on prend un couple plus jeune, avec des revenus un peu plus faibles. Ils sont déjà en train de faire l'acquisition de leur résidence principale. On voit qu'ils ont un profil épargnant, peu importe les montants, mais on voit qu'ils savent mettre un peu d'argent de côté. Et eux, bah, tout ce qu'ils veulent, c'est continuer à constituer à créer du patrimoine, à constituer leur patrimoine. Ils ont un effort d'épargne faible. Ils n'ont pas forcément une capacité de financement très importante puisqu'ils ont déjà une mensualité de 1 000 euros. Mais ça n'empêche que en faisant un investissement sur une nue propriété d'une valeur plutôt faible, hein, de petite typologie, éventuellement utiliser un petit peu de liquidité si à l'intérieur de leur patrimoine mobilier, ils ont un vieux PEL qui ne sert plus à rien ou des liquidités qui ne rapportent pas grand-chose. Ben, en faisant un emprunt sur 20 ans, on pourrait arriver, par exemple, là, dans le cas présent, à une mensualité de 375 euros. Ce que je veux montrer sur cet exemple, c'est qu'encore une fois, comme disait Omar au début, c'est pas seulement adapté aux personnes de 60 ans qui ont touché des millions ou qui ont des gros capitaux, ça peut être aussi pour des gens qui rentrent dans la vie active, ou qui commencent à créer du patrimoine, qui savent mettre un peu d'argent de côté, et bah, à ce moment-là, ils peuvent, grâce à des petites typologies, commencer à constituer leur patrimoine dès le plus jeune âge.
L'argument neuf, c'est les sorties. Sorties multiples, sécurisées. Pourquoi multiples et sécurisées? Parce que quand le démembrement sera terminé, rien ne les empêche de continuer à mettre en location. Et à ce moment-là, ben, ils seront propriétaires et le plein propriétaire et percevront des revenus. En fonction du démembrement, ça on y reviendra peut-être une autre fois, mais en fonction du démembrement, ils pourront soit louer en libre, soit même meubler, faire du meublé, comme ça n'aggravent pas la fiscalité, ils percevront des revenus non fiscalisés, soit ils pourront l'occuper, soit ils pourront le vendre. Voilà. Donc le fait de devenir plein propriétaire, on parle de la résidence de Tours que Omar va vous détailler après, voilà. Au bout des 15 ou 16 ans, ils seront pleins propriétaires, ils feront exactement ce qu'ils veulent. Ils pourront y habiter s'ils veulent, le louer ou le vendre sans aucune condition. Et sécurisé parce que, je ne l'ai pas dit, mais c'est sécurisé. Pourquoi? Parce que il y a l'ENL de 2006, hein, l'engagement national pour le logement, qui donne le cadre de la sortie de ce dispositif. Donc le fait de devoir remettre en état, le fait de pouvoir vendre, de pouvoir louer, tout ça, ça fait partie de la loi. Et donc les bailleurs sont obligés de s'y tenir. Par exemple, pour s'assurer que le locataire ne sera plus là au bout des 15 ou 16 ans, c'est écrit et dès la mise en place du premier bail, il est inscrit dans le bail que le locataire, dans tous les cas, sera sorti du logement à la fin du démembrement. Un exemple qui va expliquer simplement ça, l'objectif de constituer un patrimoine. Ils sont stressés par la retraite, sont incertains de leur réelle volonté sur le long terme. Ils ne savent pas trop transmettre, conserver, vendre, etc. C'est un profil plutôt sécuritaire. Ben voilà, ce type de bien correspond tout à fait à ce type de personnes. Ils pourront revendre avant l'échéance du démembrement s'ils le souhaitent. C'est pas comme Pinel où on a un engagement de location. Là, on peut revendre avant, on peut revendre après, on peut mettre en location si on va avoir des revenus complémentaires. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. Et bien évidemment, il y a Altaria Gestion Immobilière qui permet d'aider et d'accompagner nos acquéreurs dans cette réflexion. L'argument 10, c'était vraiment pour arriver à un chiffre rond, on pourra en trouver d'autres, mais c'est simplement pour montrer que ce produit est adapté à toutes les problématiques patrimoniales, que ce soit pour constituer le patrimoine, un capital, pour créer des revenus, bien sûr, à terme, hein, puisque vous avez bien compris qu'il n'y avait pas de revenus pendant le démembrement. Ça peut être pour optimiser la transmission, ça peut être pour de l'optimisation fiscale, ça peut être pour réduire ou éviter d'entrer à l'impôt sur la fortune immobilière. Ça permet de rentabiliser de l'épargne bancaire qui dort ou qui n'est pas très rentable. Et puis, ça permet aussi, comme l'a dit Omar, il y a une résidence à Coguelin qui permet d'avoir une très belle décote en nue propriété, éventuellement d'acheter une résidence secondaire qu'on ne pourrait peut-être pas acheter si on n'avait pas cette fameuse décote à l'achat. Omar, je te Merci repasse la Olivier. main. Oui, J'étais un merci. peu long peut-être. Non, du tout. On est parfaitement dans les temps comme prévu. Allez, je vais vous parler rapidement des opportunités du groupe. Alors déjà, pour revenir un petit peu sur le mapping global de l'offre et pas uniquement Cogedim. Alors, on pourra vous partager certains visuels hein, qu'on utilise aujourd'hui pour la visio, mais l'idée si on fait très simple, c'est de se dire que la grande majorité du marché du démembrement, il se situe entre 200 et 300 000 euros. C'est un mapping qu'on a réalisé il y a quelques mois, c'était au mois de mai. Donc, pas forcément beaucoup évolué, mis à part ce qu'on a mis nous à l'offre. L'autre constat, c'est évidemment qu'on a très peu de lots en dessous de 100 000 euros. Et aujourd'hui, le groupe voit ici une opportunité pour les clients de se dire, mais au fond, est-ce que le fait d'avoir des petits lots avec des petits prix ne permettrait pas aux clients de bénéficier de tous les avantages dont on vient de se parler? Et donc, de cette réflexion est née une offre dont je vais vous parler. Alors, d'un point de vue déjà un petit peu plus global, on va avoir cette année à peu près 400, c'est même un petit peu plus, c'est plus proche des 500 lots répartis sur 9 opérations en démembrement avec des typologies très variées. Donc, on a parlé déjà de Cogolin. Qui évidemment ne va pas répondre à la même clientèle, aux mêmes objectifs qu'une résidence comme celle de Tours.
On va avoir du Sartrouville qui va sortir. Il y a une petite coquille sur la slide, mais Sartrouville est prévu en lancement tout début novembre. On a du Saint-Laurent, du Fréjus, du Saint-Herblain, quelques lots à Bordeaux, Annecy sur un programme que certains d'entre vous connaissent puisque c'est un programme qui a pas mal de succès, qui est dans le centre d'Annecy, et Chambéry. Tous ces produits-là peuvent répondre à des profils différents. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de faire un focus sur cette nouvelle offre dont je vous parle depuis tout à l'heure et dont la première opération chez nous est celle de Tours. Tours, on a des lots. Alors déjà, Tours, on est dans Tours, c'est la résidence Carré-Rabelais. Certains d'entre vous la connaissent certainement. Donc, on a bus, tram, on a l'aéroport, on a la gare, toute commodité à proximité. Donc on est sur un emplacement de premier choix, puisque évidemment l'idée c'est pas de se dire qu'on va aller faire des petits prix parce qu'on est très excentré, ou alors en tout cas c'est que ça correspondrait juste à notre clientèle. Là on est dans Tours et on arrive avec des prix, alors il y en a les plus petits prix, il y en a plus, mais on va être sur des prix aux alentours de 75 000 euros pour les premiers lots. Et ça, c'est quelque chose chez nous qui, en tout cas selon nous, change la donne sur le marché de la nue propriété, puisque ça va correspondre à beaucoup plus de clients. On a des enveloppes à 75 000 euros dans Tours, avec un investissement qui est sécurisé, qui est simple pour le client, et que l'on peut financer, puisqu'on peut nous vous proposer, parce que c'est souvent la question qui peut revenir sur la NuPro, on peut vous proposer un accompagnement sur le financement. La NuPro, aujourd'hui, nous, on arrive à la financer sur 25 ans. Donc voilà, on arrive à des mensualités, comme le disait Olivier tout à l'heure, qui sont suffisamment basses pour élargir encore une fois largement le spectre des clients qui peuvent bénéficier de ce type d'investissement. Voilà. Il y a d'autres opérations qui arriveront chez nous qui seront de la même typologie. La prochaine, ce sera Sartrouville qui va arriver Sartrouville en Île-de-France qui va arriver donc début novembre et qui aura également des petits prix. L'autre question, c'est souvent la sortie. Qu'est-ce qui se passe après les 16 ans? C'est une question assez classique. Comme le disait Olivier tout à l'heure, bon, le client peut décider d'occuper le bien. Pour anecdote, on a même eu des clients qui nous ont acheté, comme ce sont des petits lots, entre guillemets, des petites cellules, on en a déjà qui nous ont acheté plusieurs les uns à côté des autres pour ensuite faire un grand logement en résidence principale. Donc, je ne dis pas que c'est le plus courant, mais en tout cas, voilà, les clients parfois se projettent aussi sur ce type de scénario. On a la possibilité, bien sûr, de le revendre, et donc avec la revalorisation qui va avec. Souvenez-vous qu'on a acheté en décoté, donc derrière, on a le bénéfice forcément de la revalorisation. Et on a la possibilité aussi de continuer de le mettre en location, soit en nu, soit en meublé, avec différentes options possibles dans le cadre de l'opération de Tours, puisque on aura éventuellement la possibilité de continuer avec un mandat de gestion EFAC Habitat, ou tout simplement de passer par un gestionnaire, pourquoi pas Altarea Gestion Immobilière par exemple, et de continuer à le louer en meublé. Et auquel cas, vous conservez les meubles, etc. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de limite, entre guillemets, sur les sorties possibles sur ce type d'investissement. Donc, j'achète des côtés moins chers dans un centre, quel qu'il soit, Tours, Sartrouville, voilà, et d'autres opérations, bien sûr, à venir demain, avec un effort d'épargne qui est bas et je cumule les avantages dont on a parlé, fiscaux, de simplicité d'investissement, de ne pas avoir à gérer quoi que ce soit, de ne pas avoir de frais imprévus. Et au final, je peux décider soit de revendre si j'ai besoin de fonds, soit d'occuper ou de louer, de le transformer en meublé. Voilà, donc ça présente quand même, j'allais dire, tous les avantages de l'investissement immobilier. Et je repasse la main à Olivier pour la conclusion. En conclusion, là, je vais pas lire toute cette slide, c'est vraiment le résumé de tout ce qu'on a dit. On vous a donné un certain nombre d'arguments. Certains, vous les aviez certainement déjà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas forcément sortir à chaque fois les 8, 9, 10 arguments aux clients que vous avez en face de vous. Ça va être par rapport à votre découverte. Si pour lui, c'est la rentabilité, il faudra insister sur la rentabilité nette
vous n'avez pas à rougir si on compare ça à du meublé, à de l'assurance vie ou à tout autre produit financier, surtout si on met le même niveau de risque. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que le démembrement, c'est ultra simple, ultra accessible. C'est simplement qu'aujourd'hui, ça n'a pas encore été démocratisé parce que jusqu'à aujourd'hui, on s'adressait à ce qu'on va appeler une élite, entre guillemets, financière, mais qu'aujourd'hui, Cogedim a décidé de démocratiser ce produit et c'est pour ça a ciblé tout un panel de typologies et de montants qui n'existaient pas encore à ce jour. Donc c'est simple, c'est accessible, c'est beaucoup plus simple d'expliquer du démembrement que du Pinel avec les formules, les loyers plafonnés, les montants, le nombre de lots, les DAT et compagnie. Là, il n'y a rien à comprendre. C'est ultra rentable. Grâce, on va dire en partie à Cogedim, il y a une diversité géographique, il y a une diversité en termes de montant d'investissement, il y a une diversité en termes de enfin de sortes de bailleurs, ça peut être tout type de bailleurs, on le verra plus en détail et vous le verrez dans d'autres conférences. Il y a des diversités forcément en termes de date de livraison, en termes de montage, ça peut être du Cogolin avec certains objectifs, ça peut être du Tour avec l'objectif d'avoir plutôt une gestion type étudiant ou jeune cadre actif. Et puis, bah, il y a différentes durées de démembrement. On parle souvent de 15-16 ans, on va dire que ça va entre 15 et 20 ans. Il faut juste savoir, on vous en parlera aussi une autre fois, qu'il y a Altera qui a mis en place différentes durées de démembrement, justement pour les personnes qui voulaient des démembrements encore plus courts, donc avec la solution 10 et la solution transmission. Ça sera un autre sujet. Donc là, Cogedim est un acteur incontournable dans la partie démembrement. Et vraiment pour vous, à partir du moment où vous posez les bonnes questions et que vous avez déterminé et mis en avant les bons arguments, ça va rouler tout seul pour vendre ce type de produit. Et alors, juste dernière chose, c'est vrai que je n'aime pas qu'on compare, moi non plus, Pinel et le démembrement, ça n'a rien à voir. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est comparer simplement en termes d'effort d'épargne. Là, la Nupro est même mieux placée en termes d'effort d'épargne que le Pinel. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas là si vous avez des questions. Je pense qu'on a encore quelques Ouais. minutes Et il y en a, pour On les va questions. regarder ça. et il y Juste en a un des dernier questions. point. Mais il y en Oui, a. tout à fait. Juste, pardon, un dernier point. Chacun a son niveau de connaissance et d'aisance avec la Nupro. Je vous invite à vous rapprocher de vos responsables prescription si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit, et notamment si vous avez des besoins en formation, puisque nous, l'idée derrière, c'est aussi de vous accompagner si vous en avez besoin sur ce type de vente. On sait que tout le monde, encore une fois, n'est pas habitué à vendre de la Nupro et qu'il n'y a pas tous les jours un client qui rentre en disant bonjour, je voudrais une Nupro s'il vous plaît. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous accompagner et ça peut passer par la formation. On a déjà commencé à le faire avec certains d'entre vous et on va le continuer. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs en tout cas pour demander des formations si jamais vous en avez le besoin. Allez, on passe aux questions. Bonjour, juste avant de passer aux questions, je voulais vous rappeler que la présentation, en tout cas cette webconférence, sera disponible en replay depuis la vidéothèque de votre espace Altaria Partenaire et nous vous transmettrons aussi une présentation sous forme de fiche pratique par mail. Et oui, nous avons quelques questions. La première qui a été posée en début de webconférence de Harold qui souhaiterait savoir est-ce que les investisseurs particuliers américains sont éligibles à la nue propriété et si oui, quelles sont les modalités pour eux? Est-ce que l'un de vous pouvez répondre à cette question? Ah, je pense pas qu'il y ait de Olivier? frein. Il y a pas mal d'expatriés, comme pour le meublé, qui investissent dans des dispositifs français. Et en plus, étant donné qu'il n'y a pas de revenus en face, je ne vois pas pourquoi il y aura un problème avec les Américains. Même si c'est vrai que dès qu'on parle finance et qu'il y a le mot américain, il y a des stress. Mais je vois pas pourquoi il y aura un frein pour des expatriés ou des personnes qui vivent à l'étranger. Omar, tu as peut-être eu un cas particulier? Non, non, pas spécialement. Je sais qu'il y a des personnes en Europe, en tout cas, qui investissent en nue propriété. Alors, le cas particulier des États-Unis, je ne l'ai pas en tête. Bon, on pourra peut-être essayer de creuser ou demander à nos collègues. Mais je vois pas pourquoi il y aura un frein. Pardon, je vois dans le fil de conversation qu'il y a pas mal de demandes sur le support.
On va vous envoyer une fiche sur le démembrement, qui est une fiche recto verso, dans laquelle on résume toutes les notions qu'on a abordées aujourd'hui, tous les avantages de la Nupro, le concept, etc. Et puis après, si c'est pas suffisant, encore une fois, rapprochez-vous de vos responsables prescription et peut-être pour préciser vos besoins. Mais déjà avec cette fiche, l'idée en tout cas, c'était que quelqu'un qui ne connaisse pas entre guillemets la Nupro, avec cette fiche, en ressorte avec un certain nombre d'éléments. Allez, on passe Hum, aux questions suivantes. Nous avons une question de Gilles. Quoi répondre quand on nous dit que le neuf est plus cher que l'ancien? Donc le prix en pleine propriété sera forcément décoté si on le vend à la fin. Est-ce que le neuf se valorise autant que l'ancien, Bah, notamment à l'issue de la période d'usufruit? oui, enfin, c'est juste pas les mêmes produits. En fait, là, c'est même plus lié à la Nupro. En réalité, c'est d'un point de vue plus général, neuf ou ancien, qui est une question qui peut revenir souvent. Toujours la même Alors, guéguerre, hein. oui, on peut remettre les avantages du neuf, et il y en a quand même une certaine liste, versus l'ancien en avant, qui font que de toute façon, c'est pas le même prix. Les gens arrivent très bien à le comprendre entre une voiture neuve et une voiture ancienne, par exemple, une voiture occasion. Donc, on peut parler des frais de notaire, on peut parler de normes énergétiques, on peut parler de plein de choses. Et la Nupro, en fait, suit exactement le même schéma. C'est pas le même, c'est pas le même produit, mais la courbe sera la même, puisque aujourd'hui, quand on achète dans du neuf, on a un logement qui correspond à des normes actuelles et qui sera vraisemblablement, en tout cas plus périn, que un logement ancien qui potentiellement va coûter un petit peu pour conserver, enfin rester aux normes en tout cas futures. Donc ça peut être l'un des arguments forts. Et encore une fois, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que ouais, c'est toujours des questions qui reviennent, neuf, ancien. Il faut toujours comparer, alors c'est difficile, mais il faut toujours comparer les choses comparables. C'est vrai que on va prendre un 30 mètres carrés d'un côté, un 30 mètres carrés de l'autre. Si on creuse pas, bah forcément, l'ancien sera moins cher. Maintenant, si on creuse un peu entre les risques qu'il va y avoir sur les mises aux normes, sur les DPE, on ne sait pas trop dans quel sens va avancer, vont avancer les différentes lois. Si on parle même ne serait-ce qu'en termes de coût énergétique, hein, vous savez qu'il y a un coût Bien sûr. énergétique qui est important entre l'ancien et le neuf. Et quand je dis ancien, c'est même pas passoire énergétique, passoire thermique, pardon, mais c'est déjà entre les DPE, DE et du neuf, il y a plus de 2 euros par mois du mètre carré. Donc tout ça, c'est des choses qui se valorisent. Alors c'est difficile parce que c'est pas affiché sur le mur ou affiché sur l'annonce, mais en termes de mensualité, etc. J'ai fait l'exercice il n'y a pas plus tard qu'hier, comparer un bien neuf et un bien ancien. Si vraiment on veut comparer avec différents avantages, différentes aides de l'État, etc., on peut avoir plus de 30% simplement liés aux frais de notaire, aux frais énergétiques, etc. Donc il y a un moment, c'est hyper compliqué, mais ça existe depuis des années, cette guerre entre l'ancien et le neuf. C'est sûr que le neuf est plus cher. Pourquoi? Parce que l'État oblige les promoteurs à avoir certaines normes et certaines constructions hyper cadrées. Donc forcément, le prix est plus élevé. Mais sur le long terme, je ne suis pas convaincu que ce soit un bon calcul que de En tout cas, partir sur l'ancien. c'est une bonne nouvelle, ce qui veut dire qu'à l'issue d'une période d'usufruit de 15 ans, le bien sera en conformité avec la législation immobilière et donc les pleins propriétaires pourront s'appuyer là-dessus, soit pour louer leur bien immédiatement, soit pour le vendre. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce fameux ENL de 2006, il est indiqué aussi que les bailleurs, donc les usufruitiers, s'il y a des nouvelles normes qui sont imposées par l'État, ces mêmes bailleurs sont obligés de mettre les logements aux normes. À partir du moment où l'échéance, c'est pendant la période de démembrement, les bailleurs sont obligés de mettre les logements aux normes. Donc, ça veut dire que forcément, le logement que le propriétaire récupérera à la fin du démembrement seront aux normes à l'instant T. On a encore une question, mais tu as en partie répondu il y a quelques minutes. Quels sont les frais notariés du démembrement et à la sortie?
Alors, c'est comme, c'est comme pour la donation, la transmission. En fait, quand on calcule des droits, dès qu'on va toucher à la fiscalité, on va faire une valorisation fiscale. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. La valorisation fiscale sera liée à la durée du démembrement, puisque là, c'est un démembrement temporaire. Et donc, ça va être le même calcul que tout à l'heure. Donc, si c'est plus de 15 ans, on était donc sur une valorisation de 54% de la pleine propriété. Donc, les frais de notaire seront calculés de la même façon sur 54% de la pleine propriété au tarif des frais de notaire du neuf. On a encore une question. Donc, les non-résidents paieront-ils plus de taxes en cas de plus-value à la revente? Alors bah ça va être la fiscalité, ça va être la fiscalité, ça va être dépendant des conventions internationales. Ça va être chaque pays signe ou pas des conventions avec la France. S'il y a une convention de non-double imposition, s'il y a en fonction des conventions, là, il faut se renseigner en fonction du lieu d'habitation de la personne. S'il y a une fiscalité spécifique, bah, il est possible qu'effectivement cette personne ait une fiscalité au moment de la sortie qui soit différente. Comme s'il percevait des revenus. Il y a des pays, quand on perçoit des revenus dans un autre pays, bah, s'il n'y a pas de convention entre la France et ce pays-là, bah, on est imposé en France et on est imposé dans l'autre pays. Donc ça, il faut vérifier par rapport à la convention qu'il y a entre la France et le pays de votre client. On a encore deux questions. Si la décote représente principalement, excusez-moi, si la décote représente principalement l'actualisation des loyers, un démembrement hors ULS aboutit-il nécessairement à une décote majorée? Si une dé- Alors peut-être Martial, vous pouvez préciser la question? Si la décote représente principalement l'actualisation des loyers, en fait c'est Oui, la somme des loyers générés oui. pendant la durée d'usufruit, un démembrement hors cadre ULS aboutit-il nécessairement à une décote majorée? Euh, Bah, la euh, décote, elle ne représente pas le. Alors, peut-être que je ne comprends pas la question, mais je vais la C'est lire. parce qu'en fait, hors ULS, les loyers seraient moins plafonnés et donc forcément, la décote serait plus élevée. Euh, c'est hyper difficile de répondre à cette question parce que même entre deux opérations en ULS, la réponse peut être différente parce qu'en fonction des endroits, les plafonds seront Hmm. plus ou moins hauts. C'est toute une mécanique. C'est en gros, on valorise la partie on dit que la décote, c'est la valorisation économique et donc de l'usufruit, c'est l'évaluation ou l'évaluation de la somme des loyers qu'aurait perçu le propriétaire s'il avait eu l'usufruit, mais c'est dépendant des charges que l'on va compter, ça va être dépendant des taxes foncières estimées, ça va être dépendant d'un certain nombre de paramètres. Je ne suis pas certain qu'on puisse affiner suffisamment le calcul pour dire que si on achète en ULS, la décote sera plus faible qu'en Non, non, ULI ouais. ou en Hmm. ULL. Je pense que la décote, c'est pas mathématique. On peut tout à fait avoir deux Hmm. ULS d'une durée avec un démembrement identique et avec une décote légèrement différente. Donc, c'est pas si mathématique que ça. Il y a encore une question d'Iva. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23% pour chaque période de 10 ans, C'est ça. sans fraction, sans égard à l'âge de l'usufruitier. Non, rien du tout. Néanmoins, C'est une très vieille ouais. loi, hein, je crois, qui date de 1900 ou 1901. C'est une très très vieille loi qui prend en compte aucun paramètre. C'est simplement que si on fait un démembrement de 8 ans, bah, l'usufruit vaut 23% de la pleine propriété. Si on fait de 11 ans, ça vaut 46%. Souvent, les CGP, vous avez peut-être donné ce type de conseil à un client, c'est pour éviter d'être à l'IFI ou anciennement à l'ISF. On conseillait de faire une donation temporaire d'un bien immobilier à un de ses enfants qui est étudiant en se disant, bah voilà, je justifie cette donation temporaire à un enfant en disant que mon enfant est étudiant, donc il n'a pas de revenus, et donc je vais donner l'usufruit d'un de mes appartements à mon enfant pour qu'il perçoive les revenus. Je détache mon enfant, comme ça c'est lui qui perçoit les revenus et il est fiscalisé dans ses impôts. Moi, je ne perçois plus les revenus, donc je diminue ma base d'imposition. Et en plus,
comme j'ai donné l'usufruit, ça sort de mon IFI ou de mon ISF. Et ben, de la même façon, à ce moment-là, comme j'ai donné un usufruit d'une durée de 5 ans, la durée des études, on va dire, et ben, c'est une durée de moins de 10 ans. Donc, la valeur de ma donation, c'est 23% de la pleine propriété. Et c'est comme ça qu'on va calculer les frais de donation que j'aurais fait à mon fils ou à ma fille. Donc, c'est une technique qu'on utilisait un peu plus avant. Ben, c'est exactement la même mécanique. La valorisation d'un usufruit temporaire, c'est 23% par tranche de 10 ans. Il y avait une question sous-jacente par rapport à cette question. Néanmoins, ces dispositions ne doivent-elles pas avoir pour effet de donner un usufruit à une valeur supérieure à la valeur de l'usufruit viagé? Est-ce Euh, que ça... je pense que on prend en compte la valeur la plus faible des deux, je crois, effectivement. Peut-être y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole. C'est pour ça, hein, si vous regardez les solutions qu'Altaria propose, il y a la solution 10 et la solution 11, la solution transmission. La solution transmission, c'est un démembrement d'une durée de 11 ans. Hein, là, on a tout de suite compris pourquoi il l'avait appelé solution transmission. C'est parce que comme on est passé à 11 ans de démembrement, ben, on a 2 fois l'abattement de 23%. Juste pour revenir sur la petite histoire. Donc, le fait d'avoir un démembrement de 1 an de plus, ça permet de gagner 23% en termes de valorisation de l'usufruit et donc de diminuer 23% la valeur de la nue propriété et donc diminuer les frais de transmission. Par contre, juste pour préciser cette partie-là, si on achète une résidence avec un démembrement de 15 ou 16 ans, ce qu'il faut, c'est faire la donation dans les 5 premières années. Parce que si vous l'attendez trop et que l'usufruit restant est de moins de 10 ans, bah là, vous perdez l'avantage de la deuxième tranche. Donc, Une autre pour question? rappel, oui, Non? Bon. pas d'autres questions? Pour rappel, l'ensemble de cette webconférence sera disponible en replay sur l'espace vidéothèque d'Altarea Partenaire et nous vous transmettrons par mail cette présentation sous la forme d'une fiche de synthèse. Peut-être que Omar, tu veux ajouter un mot? Non, ben, enfin, effectivement, je vais revenir sur la fiche, mais du coup, c'est fait. N'hésitez pas à nous faire des retours sur cette fiche, parce que bah, on a travaillé dessus pour qu'elle réponde à mieux à vos besoins, mais on peut toujours l'améliorer. Donc, on est à l'écoute par rapport à ça. Ou encore une fois, si vous avez d'autres besoins, je pense que bon, vous avez compris. Sur le principe que nous, l'une des solutions, encore une fois, c'est pas la seule, mais l'une des raisons qui fait qu'on va sur la nue propriété, c'est qu'on y croit et qu'on pense que c'est une solution pertinente pour nos clients, vos clients. Voilà, n'hésitez pas à échanger avec nous là-dessus, ce sera avec plaisir, et à nous faire part aussi de vos retours, parce on a des retours, nous, sur les volumes de vente que l'on peut faire bah, sur des opérations comme Tour, qui, très bien, ça fonctionne bien. Mais au-delà de ça, c'est toujours intéressant de savoir aussi quels sont les retours clients en direct et finalement ce qui les a fait basculer dans un sens plutôt que dans un autre. Ça permet ici d'enrichir les connaissances de chacun. Voilà, merci à tous de votre Merci. présence et on vous souhaite une très bonne fin de journée. Au Merci. revoir. Merci à Au tous. revoir.